La chaise roulante heurta le bord de la piscine avec un bruit sec. Le silence qui suivit ne dura qu'une seconde avant que le cri de l'infirmière ne résonne dans le manoir. L'eau cristalline trembla lorsque le corps inerte de la fillette plongea, et pour la première fois en 10 ans, ses bras bougèrent. Ce n'étaient pas des mouvements conscients, mais quelque chose de primitif, d'instinctif, comme si le corps se souvenait d'une mémoire antérieure à sa propre prison. L'homme d'affaires dévala les escaliers en courant, le cœur explosant dans sa poitrine. Sa fille était dans l'eau, et le garçon que sa gouvernante avait amené observait la scène, les yeux écarquillés, les mains encore tendues dans le geste qui avait poussé la chaise. La scène se figea un instant qui sembla durer une éternité. Puis la fillette pleura. Un son aigu, désespéré, humain. Le premier vrai son qu'elle avait émis depuis sa naissance. 3 infirmières plongèrent dans la piscine. Le médecin particulier arriva quelques secondes plus tard, criant des ordres contradictoires. Le chaos envahit le jardin tandis qu'il retirait la fillette de l'eau, mais l'homme d'affaires ne pouvait détacher les yeux du visage de sa fille. Il y avait quelque chose de différent. Ses yeux, d'ordinaire vides et fixés sur le néant, clignaient maintenant rapidement, comme s'il tentait de comprendre un monde qu'il n'avait jamais vraiment vu. L'histoire avait commencé 10 ans plus tôt, lorsque son épouse était morte en couche. L'enfant était né avec le diagnostic le plus dévastateur qu'un père puisse entendre, paralysie neuromotrice totale. Sans mouvement, sans parole, sans réaction. Les médecins avaient été clairs. Elle était prisonnière de son propre corps, peut-être consciente, peut-être pas. Impossible à savoir. Impossible à guérir. L'homme d'affaires transforma le manoir en hôpital privé. Il engagea les meilleurs spécialistes du pays, importa des équipements de dernière génération, testa tous les traitements expérimentaux disponibles. Rien ne fonctionna. Les années passèrent dans une routine mécanique de thérapie, de médicaments et d'examens interminables. La maison, autrefois pleine de vie, devint un mausolée silencieux où seules les machines faisaient du bruit. Il avait tout abandonné. Il vendit ses entreprises, s'éloigna de ses amis, laissa le monde derrière lui. La culpabilité le consumait. Culpabilité de n'avoir pas sauvé son épouse. Culpabilité de ne pas parvenir à atteindre sa fille. Culpabilité, parfois, de souhaiter que tout se soit terminé ce jour-là, à l'hôpital, 10 ans auparavant. Puis la gouvernante arriva. Une femme simple, d'origine modeste, qui avait désespérément besoin d'un emploi. Elle supplia pour une chance, expliquant qu'elle était mère célibataire et n'avait personne pour garder son fils pendant les heures de travail. L'homme d'affaires accepta par pure indifférence. Une personne de plus dans la maison ne ferait aucune différence. Plus rien ne faisait de différence. Le garçon avait 8 ans et une curiosité insatiable. Dès le premier jour, il ignora toutes les règles tacites du manoir. Il entrait dans les pièces interdites, touchait aux équipements médicaux, posait des questions inconvenantes. Et surtout, il n'avait pas peur de la fillette en chaise roulante. Tous les adultes parlaient d'elle à voix basse, évitaient son regard vide, la traitaient comme un objet fragile qui pourrait se briser à tout moment. Le garçon, lui, non. Il lui parlait simplement. Il commença par lui montrer ses dessins. Il s'asseyait à côté de la chaise et racontait des histoires élaborées de super-héros et de dragons. Il chantait des chansons apprises à l'école. Il posait des questions et attendait des réponses qui ne venaient jamais. Les adultes trouvaient cela troublant. L'homme d'affaires trouvait cela pathétique. Mais personne ne l'en empêcha. Qu'est-ce qu'une absurdité de plus dans cette maison d'horreur? Au cours des semaines suivantes, pourtant, quelque chose commença à changer. La fillette clignait des yeux quand le garçon entrait dans la chambre. Son regard le suivait dans la pièce. De petits mouvements, presque imperceptibles, mais indéniables. L'homme d'affaires observait cela avec un mélange d'espoir et de terreur. Était-ce possible? Après 10 ans d'échecs, un simple garçon pouvait-il réussir là où la science avait échoué? Et puis vint ce jour à la piscine. La poussée qui allait tout changer. L'homme d'affaires ne le savait pas encore, mais il était sur le point de découvrir une vérité qui détruirait tout ce en quoi il croyait. Une vérité sur sa fille, sur les médecins en qui il avait eu confiance, sur les 10 années qu'on lui avait volées. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Au médico-particulier ferma la porte du bureau avec une force excessive. Ses mains tremblaient tandis qu'il préparait une seringue contenant un liquide transparent. L'homme d'affaires observait chaque mouvement avec une attention renouvelée, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il y avait une urgence chez le médecin qui n'existait pas auparavant. Une inquiétude qui allait au-delà du professionnalisme. « Nous devons la stabiliser immédiatement », dit le médecin, évitant de croiser le regard de l'homme d'affaires. Le choc de l'eau pourrait avoir causé des dommages neurologiques supplémentaires. Ce médicament va la calmer. Pour la première fois depuis une décennie,
L'homme d'affaires saisit le poignet du médecin avant qu'il n'injecte le médicament. Quel médicament est-ce? Le médecin hésita. Ce ne fut qu'une seconde, mais l'homme d'affaires le remarqua. Le même que nous utilisons toujours. Pour prévenir les convulsions. Ma fille n'a jamais eu de convulsions. C'est préventif. Protocole standard pour des cas comme le sien. L'homme d'affaires lâcha le poignet du médecin et permit l'injection. Mais quelque chose avait changé durant ce bref moment d'hésitation. Une graine de doute commençait à germer. Dans les jours qui suivirent, la fillette retourna à son état antérieur. Les mouvements cessèrent, les yeux redevinrent le vide caractéristique. Les médecins expliquèrent que la réaction à la piscine n'était que des spasmes musculaires causés par le choc thermique. Rien de plus. L'homme d'affaires voulait croire, mais il n'y parvenait pas. Il avait vu le visage de sa fille. Il avait entendu ses pleurs. Ce n'était pas des spasmes. Le garçon se vit interdire l'accès à la chambre de la fillette. La gouvernante reçut un avertissement sévère et des instructions strictes. Tenir l'enfant éloigné de la patiente. C'était dangereux, disaient les médecins. Inapproprié. L'enfant pourrait causer des dommages irréversibles. Mais l'homme d'affaires remarqua comment le garçon regardait par la fenêtre du deuxième étage, une tristesse trop ancienne pour son âge gravée sur son visage. C'est la gouvernante qui apporta les premières pistes. Elle entra dans le bureau une nuit, nerveuse, tordant son tablier entre ses mains. « Monsieur, je dois vous montrer quelque chose. » Elle posa sur la table un carnet froissé. Pages et pages de notes médicales, prescriptions, dosages. Elle avait trouvé cela à la poubelle de la salle des médicaments, déchiré en morceaux qu'elle avait patiemment recomposés comme un puzzle. L'homme d'affaires commença à lire et sentit le sol disparaître sous ses pieds. Les dosages étaient incorrects. Complètement incorrects. Sa fille recevait des médicaments en quantité 3, 4 fois supérieure à celle recommandée pour son poids et son âge. Sédatifs puissants, relaxants musculaires, substances dont il ne reconnaissait même pas les noms. Et il y avait des notes manuscrites dans les marges, patiente résistante au protocole. Augmenter le dosage. Signe de conscience observé. Ajuster la sédation. Signe de conscience. Les mots résonnèrent dans son esprit comme un cri. Sa fille était consciente. Et il la sédétait. L'homme d'affaires ressentit une colère qu'il n'avait pas éprouvée depuis la mort de sa femme. Une colère froide, calculée, dangereuse. Il avait confié ces hommes à la vie de sa fille. Il avait payé des fortunes pour des traitements expérimentaux. Et il l'avait utilisé comme cobaye. Mais pourquoi? La question le tourmenta pendant des jours. Jusqu'à ce qu'il trouve la réponse dans les fichiers numériques du cabinet, protégés par un mot de passe ridiculement simple. Sa fille faisait partie d'une étude clinique non autorisée. Les médecins testaient des combinaisons de médicaments neurologiques, documentant chaque réaction, chaque suppression de symptômes. Il y avait d'autres noms dans les fichiers. D'autres enfants. D'autres expériences. Le médecin particulier n'était pas seulement négligent. C'était un monstre détruisant méthodiquement des cerveaux d'enfants au nom de la science. Et l'homme d'affaires avait confié sa fille entre ses mains. Il ne confronta pas immédiatement le médecin. Il avait besoin de preuves solides, irréfutables. Paradoxalement, il continua à permettre les visites médicales, les médicaments, les thérapies. Chaque injection que recevait sa fille était une torture pour lui, mais il devait maintenir les apparences tout en construisant son dossier. C'est durant cette période que le garçon désobéit pour la première fois. Il entra dans la chambre de la fillette tard dans la nuit, lorsque tout le monde dormait. Il emporta un canard en caoutchouc jaune trouvé dans le jardin. Il s'assit à côté du lit et murmura « Je sais que tu es là-dedans. Je sais que tu m'entends. » La fillette ne réagit pas. Le garçon continua « Je vais te sortir de là. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Je promets. » Il ne vit pas, mais une unique larme coula sur le visage immobile de la fillette. Son corps était prisonnier, sa voix était réduite au silence, mais son esprit criait. Criant depuis 10 ans, et enfin quelqu'un écoutait. L'homme d'affaires observait tout de loin, à travers les caméras de sécurité qu'il avait installées dans toute la maison. Il vit l'alarme. Et à ce moment-là, il sut exactement ce qu'il devait faire. L'homme d'affaires engagea des détectives privés qui ne posaient pas de questions. Il leur remit les fichiers numériques et des instructions claires. Découvrir tout sur le médecin, ses associés, les autres enfants mentionnés dans les documents. Pendant ce temps, il maintint la routine de la maison exactement identique. Même horaire, même médicaments, même normalité étouffante qui cachait l'enfer qu'il avait découvert. Pendant 2 semaines, il fut le père absent de toujours. Mais la nuit, enfermé dans le bureau, il étudiait chaque page des rapports qui arrivaient. Le médecin avait des liens avec des laboratoires pharmaceutiques en Europe.
Il recevait des paiements considérables pour des données cliniques. Il y avait au moins 15 familles impliquées, toutes riches, toutes désespérées, toutes aveuglées par l'espoir d'un miracle qui ne viendrait jamais. La gouvernante devint son alliée secrète. Elle commença à photographier chaque flacon de médicaments, chaque ordonnance, chaque annotation laissée par l'équipe médicale. Son fils, le garçon, devint les yeux à l'intérieur de la chambre de la fillette. Il dessinait ce qu'il voyait, les infirmières administrant des injections, les médecins vérifiant les réflexes, le corps inerte qui parfois frémissait lorsqu'il croyait que personne ne regardait. L'homme d'affaires découvrit quelque chose qui le détruisit de l'intérieur. Dans les premiers mois de sa vie, sa fille avait montré des améliorations significatives. Elle pleurait, bougeait les bras, réagissait aux stimuli. Tout était documenté. Et puis commencèrent les expériences. Chaque nouvelle drogue supprimait un peu plus sa capacité de réponse. À 6 mois, elle avait complètement régressé. À 2 ans, elle était dans l'état végétatif qu'il croyait être sa condition depuis la naissance. Ils lui avaient volé son enfance. Ils avaient volé sa voix, ses mouvements, sa vie. Et il avait payé pour chaque seconde de cette torture. La colère céda la place à quelque chose de plus dangereux, une détermination absolue. L'homme d'affaires commença à réduire secrètement les doses des médicaments. Il ne pouvait pas arrêter soudainement sans éveiller les soupçons, mais pouvait les diluer lentement. La gouvernante l'aidait, remplaçant des millilitres de sédatifs par du sérum physiologique avant que les infirmières n'administrent les injections. Il fallut 3 semaines pour que les premiers signes apparaissent. La fillette commença à cligner des yeux plus fréquemment. Ses doigts se contractaient légèrement. Rien que les médecins ne remarqueraient immédiatement, mais l'homme d'affaires voyait. Il passait désormais des heures dans la chambre, observant chaque micro-expression sur le visage de sa fille. Le garçon remarqua aussi les changements. Il recommença à désobéir aux ordres, entrant dans la chambre chaque fois qu'il le pouvait. Il apportait des objets colorés, chantait doucement, racontait des histoires. Et un jour, lorsqu'il plaça le canard en caoutchouc dans ses mains, les doigts de la fillette se refermèrent autour du jouet. Ce fut un mouvement faible, presque imperceptible, mais il était là. Le garçon courut retrouver l'homme d'affaires, les yeux brillants d'excitation. Elle l'a tenu. Elle a tenu le canard. Pour la première fois en 10 ans, l'homme d'affaires sourit. Un petit sourire, douloureux, mais réel. Pendant ce temps, les détectives apportèrent les informations dont il avait besoin. Le médecin avait un schéma. Chaque fois qu'une famille commençait à questionner le traitement ou qu'un enfant montrait des signes de récupération spontanée, il augmentait drastiquement les doses pour maintenir l'état de paralysie. Il y avait des emails, des virements bancaires, des preuves suffisantes pour détruire sa carrière et l'envoyer en prison pour des décennies. Mais l'homme d'affaires voulait plus que la justice légale. Il voulait exposer cet homme publiquement, faire en sorte que le monde entier sache ce qu'il avait fait. Il voulait que chaque famille des autres enfants ait la chance de chercher la vérité. Il commença à tout documenter. Il installa des caméras cachées dans la chambre de sa fille. Il enregistra des conversations avec les médecins où il faisait de fausses déclarations sur son état. Il rassembla chaque flacon de médicaments utilisé, chaque ordonnance, chaque rapport. Il construisit un dossier irréfutable, brique par brique. La gouvernante craignait pour la sécurité de tous. Et s'ils découvrent ce que nous faisons? Ils ne le découvriront pas, répondit l'homme d'affaires avec une certitude glaciale. Et quand ils découvriront, il sera déjà trop tard. Le garçon avait une inquiétude différente. Et si elle se réveille et ne nous reconnaît pas? Et si elle a peur? L'homme d'affaires s'agenouilla à sa hauteur, posa les mains sur ses épaules. Alors nous lui montrerons qu'elle n'a plus jamais besoin d'avoir peur. Nous lui montrerons que le monde peut être bon. Il ne restait plus que 3 jours avant la prochaine consultation de routine avec le médecin. L'homme d'affaires avait déjà contacté les autorités, des journalistes, des avocats. Tout était prêt. Il lui manquait juste une dernière pièce de preuve. Sa propre fille consciente, capable de prouver que tout ce qu'on lui avait dit pendant 10 ans était un mensonge. Le médecin entra dans le manoir comme il le faisait toujours, avec sa mallette en cuir et son sourire professionnel. Il ne s'attendait pas à trouver la pièce remplie de monde. 2 détectives, 3 avocats, une équipe de reportage et l'homme d'affaires assis derrière son ancien bureau, les yeux fixés sur lui comme ceux d'un prédateur. « Que signifie ceci » demanda le médecin, la voix encore maîtrisée, mais le visage pâlissant. L'homme d'affaires ne répondit pas immédiatement. Il appuya simplement sur un bouton de l'ordinateur portable. L'écran géant sur le mur s'alluma, montrant un enregistrement. C'était la chambre de la fillette, filmée quelques jours plus tôt. Une infirmière injectait un médicament tandis que le médecin observait et dictait « Patiente 15 a présenté des mouvements involontaires. Augmenter la sédation de 40%.
Nous ne pouvons pas permettre d'interférence dans le protocole. Le médecin tenta de parler, mais l'homme d'affaires leva la main, le réduisant au silence. Une autre vidéo commença. Celle-ci était plus ancienne, récupérée des fichiers supprimés du cabinet. Elle montrait la fillette à 6 mois, pleurant, bougeant les bras. Le médecin apparaissait à l'écran, parlant à un autre homme en blouse. Elle répond trop bien. Nous devrons ajuster pour maintenir les paramètres de l'étude. La pièce tomba dans un silence absolu. Le médecin chancela, cherchant un appui contre le mur. Ma fille n'est pas née paralysée, dit l'homme d'affaires, chaque mot prononcé avec une précision chirurgicale. C'est vous qui l'avez rendue paralysée. Les détectives s'avancèrent, mais l'homme d'affaires les arrêta d'un geste. Pas encore. Il voulait que cet homme entende tout d'abord. Pendant 10 ans, vous avez utilisé ma fille comme cobaye. Vous avez testé des médicaments expérimentaux sur elle, supprimé chaque signe de conscience, chaque possibilité de récupération. Tout était documenté, tout planifié, tout au nom d'une étude clinique que vous vendiez aux laboratoires européens pour des millions. L'homme d'affaires ouvrit un dossier et étala des photographies sur la table. Ce sont les autres enfants. 15 familles qui vous ont fait confiance. 15 enfants qui auraient pu avoir une vie normale, mais que vous avez transformés en expérience. Le médecin retrouva enfin sa voix, tremblante et désespérée. J'essayais d'aider. La recherche pouvait révolutionner le traitement des affections neurologiques. Aider. La voix de l'homme d'affaires s'éleva pour la première fois. Vous avez volé 10 ans de la vie de ma fille. Vous l'avez maintenue prisonnière de son propre corps pendant que je payais des fortunes pour financer sa torture. C'est alors que la porte de la chambre s'ouvrit. La gouvernante sortit en poussant le fauteuil roulant. Et dans le fauteuil, pour la première fois en public, la fillette était éveillée. Vraiment éveillée. Ses yeux suivaient les personnes dans la pièce. Sa main tenait fermement le canard en caoutchouc jaune. Et quand elle vit le médecin, quelque chose se produisit. Elle parla. Ce n'étaient pas des mots clairs. Juste des sons traînants, des syllabes déconnectées qui nécessitaient un effort immense. Mais c'étaient des sons intentionnels, conscients. Et tous dans la pièce comprirent ce qu'elle essayait de dire. Plus. Jamais. Le médecin tomba à genoux. Non par remords, mais par choc. Par pur effroi en réalisant que sa victime la plus précieuse, celle qu'il avait maintenue sédatée pendant 10 ans entiers, était consciente. Elle était là, le regardant, prouvant sa culpabilité. Les caméras de l'équipe de reportage capturèrent tout. Les pleurs du médecin, les preuves éparpillées sur la table, la fillette enfin libérée du torpeur chimique qui l'avait emprisonnée. L'histoire serait diffusée ce soir même à des millions de personnes. Les détectives l'attachèrent menottes au poignet. Ils lui lurent ses droits tandis qu'il bredouillait des excuses incohérentes, essayant de s'accrocher à des justifications scientifiques qui n'avaient plus aucune importance. L'homme d'affaires observa qu'on emmenait l'homme qui avait détruit sa famille, et il ne ressentit pas de satisfaction. Juste un immense vide là où la colère avait été. Le garçon s'approcha du fauteuil roulant et prit la main libre de la fillette. Elle tourna lentement les yeux vers lui, et quelque chose qui ressemblait à un sourire trembla sur ses lèvres paralysées. « Je t'avais dit que je te sortirais de là », murmura-t-il. Dans les semaines qui suivirent, d'autres familles commencèrent à contacter l'homme d'affaires. Les noms des fichiers prirent des visages, des histoires, des douleurs partagées. Ensemble, ils poursuivirent non seulement le médecin, mais tout le réseau de laboratoires et institutions qui avaient financé les expériences. L'affaire devint nationale, puis internationale. Mais l'homme d'affaires prêtait à peine attention aux tribunaux et aux gros titres. Il était occupé à réapprendre à être père, à réapprendre à connaître la fille qu'on lui avait volée, et à découvrir que, même après 10 années volées, il restait encore du temps pour recommencer. Le manoir changea complètement au cours des mois suivants. Les machines médicales furent données à des hôpitaux publics. Les chambres stériles prirent des couleurs, les rideaux s'ouvrirent, la lumière naturelle entra. Le silence oppressant laissa place au son de la vie. De la musique jouée doucement, des rires hésitants, des conversations qui n'avaient plus besoin d'être chuchotées. La récupération de la fillette fut lente et douloureuse. Chaque mouvement demandait un effort conscient. Chaque mot était une bataille contre des muscles qui avaient oublié comment fonctionner. Mais elle luttait. Chaque jour, avec la détermination de celle qui avait été prisonnière trop longtemps et comprenait enfin ce qu'était la liberté. Le garçon ne quitta jamais son côté. Il transforma la rééducation en jeu, la défiant de tenir des crayons de couleur, de cligner des yeux 3 fois de suite, de produire des sons spécifiques. Lorsqu'elle y parvenait, il célébrait comme si elle avait conquis le monde. Et peut-être l'avait-elle fait. Son monde, du moins. C'est le garçon qui eut l'idée de la piscine. Elle a bougé dans l'eau ce jour-là, dit-il à l'homme d'affaires. Peut-être que ça marchera encore.
L'homme d'affaires hésita. Cette piscine portait de terribles souvenirs. Mais la gouvernante soutint son fils, et ensemble ils convainquirent les nouveaux thérapeutes. L'eau pouvait être thérapeutique, disait-il. Elle pouvait aider à retrouver des mouvements sans le poids de la gravité. La première fois qu'ils entrèrent dans la piscine ensemble, la fillette trembla de peur. L'homme d'affaires lui tenait la main, le garçon tenait l'autre. « Tu es en sécurité, » murmura l'homme d'affaires. « Nous sommes là. Nous serons toujours là. » Et alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dans l'eau, son corps se détendit. Les mouvements vinrent plus facilement, plus naturellement. Elle n'était pas guérie, peut-être ne le serait-elle jamais complètement, mais là, flottant parmi les personnes qu'il aimait, elle était libre. Les mois devinrent des années. La fillette apprit à bouger les bras avec intention, à saisir des objets, à tourner la tête. Sa parole s'améliora lentement, passant de son déconnecté à des mots complets, puis à de courtes phrases. Sa voix était différente, traînante, laborieuse, mais elle était à elle. Enfin, elle lui appartenait. Un jour, le garçon apporta de la peinture. « On va peindre, » dit-il, et plaça un pinceau dans sa main. Les premiers traits furent des lignes tremblantes, sans forme ni but. Mais peu à peu, elle reprit le contrôle. Et elle découvrit que, même quand les mots échouaient, les couleurs parlaient pour elle. Elle peignait en nuances de bleu. Bleu clair comme le ciel qu'elle n'avait vu que par les fenêtres pendant 10 ans. Bleu foncé comme la profondeur de la piscine où elle était renée. Bleu océan comme la liberté qu'elle apprenait encore à comprendre. Les murs de sa chambre se remplirent de toiles, chacune documentant un petit triomphe sur les limitations qu'on lui avait imposées. L'homme d'affaires recommença à vivre. Pas à l'ancienne, obsédé par les affaires et le succès, mais d'une manière nouvelle, plus simple, centrée sur ce qui comptait vraiment. Il apprit qu'être père ne signifiait pas fournir des traitements coûteux ou engager des spécialistes renommés. Cela signifiait être présent. Écouter. Accepter que certaines choses n'ont pas de solution, mais que tout a de la valeur. La gouvernante resta dans la maison, non plus comme employée, mais comme famille. Elle et le garçon avaient leur propre chambre dans l'aile rénovée du manoir. Ils dînaient ensemble chaque soir, tous les 4, partageant les histoires de la journée. C'était une famille étrange, née de la douleur et reconstruite par l'amour, mais elle était réelle. 3 ans après l'emprisonnement du médecin, la fillette donna sa première interview. Assise dans son fauteuil roulant, entourée de ses peintures bleues, elle parla lentement face aux caméras. Ses mots étaient espacés, mais clairs. « J'étais consciente tout le temps, » dit-elle. « J'entendais tout, je ressentais tout, mais je ne pouvais pas y répondre. C'était comme être enterrée vivante, à l'intérieur de moi-même. » La journaliste essuya discrètement ses larmes. « Que veux-tu que les gens sachent ?» La fillette réfléchit longuement. Puis elle regarda le garçon, assis hors champ, souriant de manière encourageante. Que même dans les endroits les plus sombres, il y a toujours quelqu'un qui peut allumer la lumière. Il suffit de les laisser te trouver. L'homme d'affaires observait depuis la pièce voisine, le cœur à la fois brisé et réparé. Sa fille ne serait jamais comme les autres enfants. Les 10 années volées ne reviendraient jamais. Mais elle était là, vivante, consciente, en train de lutter. Et c'était plus que ce qu'il avait osé espérer pendant ces jours sombres. Le garçon entra dans la chambre après l'interview et tendit le canard en caoutchouc à la fillette. Elle le saisit, le serra contre sa poitrine, et pour la première fois, elle réussit à prononcer une phrase complète sans pause. « Merci de m'avoir poussé. » Il sourit. Toujours. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits qui touchent le cœur et montrent que l'humanité existe encore dans les endroits les plus inattendus.